j'appelle Philippe Robard et David Ernest. Donc Philippe Robard, qui est le directeur de l'ingénierie et de l'innovation de Vinci Construction France, et David Ernest, qui est le directeur de l'innovation de Vinci Facilities, qui vont nous expliquer comment ils pratiquent cette garantie de performance au quotidien. C'est toi qui prends la parole d'abord. Si tu veux, hein, je prends la parole d'abord. On va avoir un seul micro pour deux, ça va être difficile. Est-ce que le Larsen était dû à la proximité du haut-parleur ou... Non, pour la prise de son, il vous est indispensable d'utiliser le micro. Bon, alors excusez les... Alors, on va essayer de limiter les perturbations, mais on ne les maîtrise pas complètement. Ça fonctionne comme ça, d'accord. Merci Maxime. Alors, Maxime m'a demandé de parler de l'automobile ce matin. Je ne sais pas si vous étiez tous venus pour ça. Et vous êtes peut-être venus en métro ou à pied. Non, très simplement, il est utile, intéressant de faire une analogie avec la communication des constructeurs automobiles, parce que vous savez, dans les toutes petites lettres en bas des affiches, ils affichent toujours 3 chiffres. La consommation urbaine, extra-urbaine et mixte. Et on s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au bâtiment? Ce que le constructeur automobile fait, c'est qu'il annonce une performance intrinsèque de son véhicule. Et pour l'annoncer, cette performance, il fait des tests normalisés. Il fait tourner le véhicule dans certaines conditions, sur un circuit et dans certaines conditions d'usage. Et puis, on a regardé par rapport à ça, quelle est un peu la différence entre une performance intrinsèque et une performance réelle. La performance réelle, c'est quand vous allez à la station-service et que vous voyez le nombre de litres, et même encore plus que ça, en réalité, c'est les euros à la fin. Alors, vous savez bien, avec les véhicules, que ça dépend de beaucoup de paramètres. Il en manque plein, là, l'usure des pneus, etc. Si on a mis l'usure des pneus... Ah, t'as ajouté les pneus, toi. C'est pour ça qu'il y a un mainteneur, c'est parce qu'il pense à tout ce qui va se passer pendant la vie du bâtiment. Merci, David. Et donc, mais quand même, le paramètre le plus important, c'est est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion, c'est le conducteur. D'où la présence aussi dans cet exposé, effectivement, de Vinci Facilities pour que l'ensemble soit cohérent. Alors, par rapport à ce que dit Bruno, c'est vrai, dans un bâtiment, pour faire baisser les consommations d'énergie, il faut mettre de l'argent dans tous ces éléments-là. Et puis, pour faire baisser le carbone, il faut surtout en mettre ici. Parce que facteur 4, c'est pas diviser les consommations par 4. D'ailleurs, diviser les consommations par 4 sur des bâtiments très énergivores, c'est pas si compliqué, si cher que ça. En revanche, sur le carbone, les écarts sont bien plus importants, puisque on passe entre un bâtiment tertiaire très consommateur de carbone, enfin très émetteur de carbone, pas consommateur, très émetteur de carbone, et un bâtiment vertueux, on est plutôt entre 5 et 145, c'est-à-dire un facteur 23. Là où sur les consommations d'énergie, le parc de bureaux en France, il est à 250 kWh par mètre carré par an d'énergie primaire. Et on est plutôt sur des facteurs 4 ou 5 quand on commence à être très vertueux. Un gros problème quand même sur ce sujet dans le cas de la rénovation, dans le cas de la performance en rénovation, c'est et je ne sais pas si c'était suffisamment clair juste avant, mais la plupart des opérations de rénovation énergétique ne sont pas autofinancées. C'est-à-dire, de toute façon, les économies d'énergie sur 20 ou 25 ans ne paient pas l'amortissement des travaux. Ça, c'est vrai dans 90% des cas. Et la valeur du bien, en particulier dans la comptabilité des biens publics, reste inchangée. Un bâtiment qui devrait avoir une valeur négative parce que c'est une passoire et qu'en plus il est sur le point d'être déconstruit tellement on s'en est pas occupé, il vaut 0 en comptabilité. Et si on le rénove, énergétiquement, techniquement et à remise d'usage, dans les comptes publics, il vaut toujours 0. Donc là, il y a un vrai problème. Donc j'aime bien l'idée, effectivement, de la création de valeur et de la valorisation du bien. Alors, l'investisseur et le locataire en général, il y a des gens d'Adim et de Vinci Immobilier dans la salle. Nous, ce qu'on a compris de leur demande, c'est qu'ils veulent la garantie de charge.
Et dans cette garantie de charge, il y a des consommations d'énergie qui sont un poste pas tout à fait négligeable et sur lequel en plus on peut peut-être jouer beaucoup plus que sur d'autres postes. Bon, quand on a défini le gardiennage, le nettoyage et qu'on a optimisé tout ça, il reste un poste intéressant d'optimisation, c'est la consommation d'énergie. Alors, j'ajoute juste un mot. Garantie de charge à la commercialisation, c'est-à-dire très en amont du projet. Et c'est là qu'on va avoir besoin de la chair. Parce qu'on a un projet qui n'est pas complètement bouclé, pas complètement défini, mais c'est là que ça intéresse les investisseurs et les preneurs. Or, à ce moment-là, quand il faut essayer d'expliquer tout ça, c'est un peu compliqué. D'abord parce que depuis 30 ans, la profession du bâtiment entretient sur l'expression de la performance énergétique un langage ésotérique avec les calculs théoriques et en particulier les calculs RT. 1377 pages, je crois, la RT 2012. Donc très, très compliqué à comprendre. Et puis le résultat du calcul RT, la performance intrinsèque et le nombre de kilowattheures à la fin, entre tout ça, il n'y a aucune équation mathématique. C'est comme si vous essayiez de faire le lien entre la puissance fiscale sur une carte grise, le nombre de chevaux dignes du moteur et le nombre de litres à la station. C'est pas la peine d'essayer, rien du tout. Et dans le bâtiment, c'est pareil. On manipule, hélas, des chiffres, des concepts qui sont relativement inutilisables. Alors, à partir de là, garantir, est-ce que c'est dire votre bâtiment dépensera X, pas plus? Ben non, ça ne marche pas parce que une valeur absolue, ça n'a pas de sens. Vous savez bien à la maison que si l'hiver est très clément, votre facture de chauffage, elle est très inférieure. Elle peut être inférieure de 20%. D'ailleurs, cette année, c'est plutôt pas mal. Et donc, ça ne sert à rien de fixer une valeur absolue. En fait, le vrai contrat, c'est Monsieur Dupont qui va tous les jours au travail à tel endroit et qui, le week-end, fait ses courses trucs et qui 3 fois par an prend sa voiture pour partir à Nantes ou à Nice parce qu'il emmène sa famille en vacances en voiture et pas dans un transport plus écologique. Ben, lui, est-ce qu'il est à 5,2 ou 6,3 litres moyen par an? C'est ça la question en fait qui est posée. Vous remarquerez d'ailleurs que dans le bâtiment, on aime prendre des risques parce qu'aucun constructeur automobile n'affiche ce type de performance. Impossible de faire un lien entre la vraie performance énergétique mesurée et les consommations théoriques. Alors, quel type de garantie on prend dans ce contexte-là contractuellement? Il y a fondamentalement 2 types de garanties et en fait ils se sont déclinés en 1, 2A et 2B. La première, c'est la garantie de performance intrinsèque. C'est comme on a dit tout à l'heure, c'est une garantie dans des conditions d'usage très normalisées. C'est on a conçu le bâtiment comme il faut, on a contrôlé pendant les travaux que c'était bien fait, etc. Mais en réalité, la GPEI, la garantie de performance énergétique intrinsèque, telle qu'elle fonctionne dans le bâtiment, elle ne comprend aucune mesure. Le CSTB, les quelques avocats qui ont travaillé sur le sujet, etc. Tout le monde converge sur une définition de GPEI qui est une espèce de mise à jour de la simulation avec les données papier du chantier, et puis c'est tout, quoi. Ce qui fait que finalement, si le boulot n'a pas vraiment été fait comme il faut, on peut décerner une GPEI, et puis en réalité, c'est pas tout à fait comme ça que le bâtiment se comporte. Alors, c'est pour contrecarrer ce problème-là, et parce qu'on a une volonté de faire du qualitatif, qu'on a travaillé sur la garantie de résultat énergétique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe réellement. Et là, y a évidemment un couple qui travaille. En réalité, il y a plus que ça. Il y a un propriétaire, un locataire, un concepteur, un constructeur, un mainteneur. Mais ce qui est important sur le sujet du couple, celui qui délivre l'ouvrage et celui qui le pilote, donc le constructeur de la voiture et le chauffeur ou le chauffard, on va essayer d'être bon chauffeur, c'est que la garantie de résultat, il faut mesurer. Et vous comprenez bien que tant qu'on est dans les mois qui suivent la livraison d'un bâtiment, qu'on apprend à vivre avec, que les utilisateurs qui n'étaient pas forcément connus au départ vont s'installer, vont utiliser, etc. Dans cette période-là, on est dans une période de réglage finalement. Et au-delà, ensuite, il y a une espèce de régime de croisière, de régime établi, dans lequel là, on va pouvoir être vertueux.
C'est ce qui a amené à avoir donc une GPUI, une GRE constructeur, qui est de donner un résultat énergétique avec des mesures pendant que le constructeur est encore là. Concrètement, c'est 1 an après le PV de réception, plus de surveiller jusqu'à la fin de la biennale des équipements. Et puis il y a ensuite une garantie de résultat dans la durée que David va détailler un peu plus après. Une fois qu'on a dit techniquement la forme, la nature de ce qu'on veut garantir, juridiquement, une garantie, c'est quoi? Ce n'est pas une définition de juriste, c'est celle qui est dans Wikipédia, celle que tout le monde comprend bien. Ce qu'elle dit, cette définition, c'est que garantir, c'est délivrer quelque chose qui a certaines performances attendues, et si on ne l'a pas atteint, on rembourse, on indemnise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire si on s'est trompé, si on a mal conçu, mal construit, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, une garantie, ça veut dire qu'il va falloir faire quelque chose. Soit une réparation, soit une indemnisation. Ou mal géré. Ou mal géré. Mais là-dessus, quand tu es là, j'y pense même pas, quoi. Alors, pour terminer sur ce raisonnement qui est techniquement de quoi on parle, quelle forme de contrat on met en place et de quoi on parle en termes de prise de risque, si on prend un bâtiment de bureau de 10 000 m², on arrive à peu près à ces chiffres-là. Je prenais du tout élec avec 0,12 € hors taxe du kilowattheure. Bon. Si on s'est trompé de 30%, sur 20 ans, ça commence à faire quand même une somme d'argent. 2% d'ailleurs pour les entrepreneurs qui sont dans la salle, c'est sur 18 millions, c'est à peu près la marge du constructeur. Donc ça veut dire que c'est une prise de risque importante. Donc on a besoin effectivement de travailler avec des outils et des raisonnements performants pour ne jamais avoir cette situation d'indemnisation. Parce que le but, c'est que ce soit gagnant-gagnant, c'est que le bâtiment soit bien construit, que quand on s'en va, nous, constructeurs, on ne nous rappelle plus pour venir discuter de ça, et que l'investisseur est un bien de valeur, et que le locataire a une facture la plus basse possible pour son usage. Alors, je ne m'étendrai pas tout de suite parce que Bruno va le détailler après sur l'ensemble des paramètres et des manières de passer effectivement d'une consommation théorique à une consommation en usage réel. C'est un exercice qu'on fait sur nos bâtiments et ceux de nos clients de plus en plus souvent, avec tout ce sujet de comparaison des consommations ajustées avec des conditions réelles, d'aller faire des mesures sur site et de voir ce qui se passe réellement. Simplement, avant de passer la parole à David, vous comprenez bien que si on fait des campagnes de mesure, ça va être relativement court. C'est des campagnes relativement ponctuelles, c'est des campagnes de l'ordre d'une semaine. Et on ne peut pas, parce que tous les paramètres varient, en particulier la météo, on ne peut pas extrapoler ou calculer la consommation d'un an à partir d'une mesure sur une semaine. Donc ce qu'on fait, c'est que le bâtiment, évidemment, il faut veiller à la qualité de la réalisation. Là, tout ça, c'est pour arriver à une GPEI, ici. On fait tout ce qu'il faut pour délivrer un objet qui soit du bon niveau qualitatif. Ensuite, la première année, on va faire des campagnes de mesure, mais ça va être aussi une manière de se régler avec les utilisateurs et avec les différentes actions d'exploitation de maintenance. Et ensuite, la deuxième année, là, on va constater, avec un point régulier, avec les acteurs concernés, que la performance qu'on avait annoncée au départ, elle est là, elle est effective. Et donc, on voit bien que ce mécanisme, il demande d'avoir pris tout un ensemble de précautions en amont, et même de précautions maîtrisées par ceux qui savent ce qui va se passer le plus souvent dans la période de vie réelle en régime établi. Merci. Alors oui, avec ce slide, ce qui est très intéressant, c'est que le constructeur parle de l'exploitation. Donc déjà, c'est nouveau. Et c'est pour ça que moi, je vais parler de la construction, puisque je suis exploitant. Et normal. Comment est-ce qu'on voit l'ouvrage de notre point de vue? Ça démarre par les usages. Parce que c'est ce qu'on va vivre en aval. Donc la question des usages, c'est fondamental pour un exploitant.
À partir de l'usage, il y a un projet avec ses différents volets, mais qui, normalement, répond totalement à ses usages. J'appelais ça un peu le projet technique. Typiquement, par exemple, pour un stade, les usages, c'est 23 matchs par an et le reste du temps, c'est en veille. Donc ça doit avoir une conséquence sur le projet technique. Une fois qu'on a les usages et le projet technique, on en déduit des scénarios d'exploitation et comment nous, derrière, on va gérer ce bâtiment pour atteindre une garantie, une performance en kilowattheure. Donc ça, c'est la base. Également en kilowatts, c'est-à-dire quelle est la puissance appelée, puissance installée, puissance appelée de mon installation, parce que demain, ça va être un critère très important à gérer en exploitation. En euros, évidemment, c'était la garantie dont on a parlé tout à l'heure. Et on a évoqué aussi le CO2, qui sera un sujet, on est l'année de la COP21, donc c'est l'occasion d'en parler. Voilà notre vision du bâtiment. Derrière ça, qu'est-ce qu'on fait? Un peu de provocation, c'est-à-dire que au cours du déroulé du projet, on va accompagner les constructeurs, Vinci Construction, Vinci Immobilier, en amont, prendre en compte les conditions d'usage, mais également donner un avis dessus, par le retour d'expérience qu'on a, parce qu'on en gère des bâtiments. Donc on peut vous dire que faire l'hypothèse que tout le monde éteint l'ordinateur pendant la pause déjeuner, non, ça ne marche pas. Sur la partie bâtie, c'est votre métier, on va juste regarder comment ça évolue, est-ce que derrière les garanties sont toujours au niveau. Sur les installations techniques, on peut commencer à conseiller. C'est encore votre projet, on conseille. Là, je m'avance un petit peu sur les systèmes. Les systèmes, c'est quoi? C'est tout ce qui va nous permettre derrière de piloter le bâtiment. C'est-à-dire que dans la voiture, c'est le tableau de bord, par exemple. Là, on a bien envie de dire ce qu'on a envie pour pouvoir piloter le bâtiment, c'est-à-dire d'être un peu plus présent sur le choix de la GTB, sur le système de comptage, sur le type de comptage, sur les capteurs qu'on relève et qu'on va utiliser en exploitation. Le scénario d'exploitation, en tout cas dans un schéma où il y a une garantie de performance, on a bien envie de le définir, puisque c'est ce qu'on va faire en aval. Dans un projet où il n'y a pas de garantie, on hérite d'un scénario d'exploitation, et des fois on découvre des choses qui ne seront pas du tout ce qu'on fera en fait en réalité sur le terrain. Donc on aimerait bien pouvoir, là, effectivement, définir ce scénario d'exploitation. Et le gros du sujet, donc là, c'est aussi pour Bruno, hein. Bah, il faut évaluer cette garantie, donc cette performance, à toutes les phases. Donc en phase très amont, on n'a pas encore complètement bouclé le projet. Et puis au fur et à mesure que le projet s'affine, de tenir cette garantie, de rester dans le tunnel de la garantie. Donc voilà notre vision du projet côté Facility Management quand on est associé au projet, quand on accompagne les constructeurs, les promoteurs dans la réalisation de leur projet. Alors tout ça, ça se fait comment, hein? Il y a une liste à la Prévert de choses qu'on peut faire aux côtés des constructeurs pendant ces phases-là. Prendre en compte les scénarios d'usage et les évaluer, les spécifications sur la gestion technique de bâtiment, des avis sur les phases du projet, des fonctionnalités requises pour les systèmes de pilotage, des scénarios d'exploitation qui sont réalistes, intégrer derrière dans nos contrats ces fameux scénarios d'exploitation pour qu'on fasse une maintenance performance compatible. Accompagner aussi sur le choix des contrats de fourniture d'énergie. Vous savez qu'il y a la loi NOM, donc si on veut garantir, il faut garantir aussi les euros, donc il faut regarder ce sujet des contrats de fourniture d'énergie et aider à choisir le bon contrat au moment où on démarre le site. Et puis évaluer. Alors évaluer, on appelle ça white box, c'est-à-dire qu'au début, on fait des simulations énergétiques dynamiques en liaison avec le constructeur, on la partage pour évaluer le niveau de performance. Ensuite, je reprends le même schéma. Heureusement, on va parler un peu d'exploitation.
on a cette fameuse année de réglage, de tuning, et en plus chez l'investisseur et le preneur, ils arrivent par vague. Tout ça, on est en train de régler le bâtiment dans la première année. On n'est pas encore dans l'industrie automobile où il y avait avant des périodes de rodage, il n'y en a plus, je crois, maintenant. Mais voilà, c'est le rodage du bâtiment. Cette année-là, elle n'est pas très représentative de la réalité en régime permanent. Donc, faut éviter de dire que cette année-là, la garantie s'applique stricto sensu. Bon, il faut trouver un moyen de dire qu'on est encore en période de jonction. On fait tout pour que la deuxième année, on soit en régime permanent. Et que cette deuxième année, on commence là à collecter, d'ailleurs dans le même système, hein, les données de fonctionnement, les performances en fonctionnement, et pour derrière construire l'outil qui permettra de suivre la garantie dans la durée et dans la longue durée. Et là, on est plutôt dans ce qu'on appelle les approches black box, c'est-à-dire que je regarde comment j'utilise mon bâtiment, je regarde comment je consomme, et à part des corrélations type MVP, je pilote de façon assez simple, plus simple que de faire des STD en permanence, le bâtiment. Mais il y a plein de choses à faire en exploitation pour tenir cette garantie. Là aussi, c'est une liste à l'après-vert qui est longue. C'est d'intégrer dans les gammes de maintenance tout ce qui permet de faire les actions régulières sur la performance des installations techniques. C'est la conduite, donc la conduite, un peu comme dans le véhicule tout à l'heure, hein, comment je conduis mes installations. C'est le respect du scénario d'exploitation qu'on a nous-mêmes validé. C'est pas parce qu'en amont, il y a des ingénieurs qui ont imaginé un scénario d'exploitation, même chez Vinci Facilities, il faut s'assurer qu'effectivement, c'est ce qu'on fait. La détection des dérives, la gestion de l'inoccupation au plus proche, y compris en utilisant les nouvelles technologies, un peu smart building, détecter si les gens ne sont pas là et couper immédiatement quand ils ne sont pas là, etc. Les consignes de vérifier le respect des consignes de température ou se mettre d'accord avec le client sur la façon dont on gère ça. Voilà, éventuellement prévoir le décalage du démarrage de certaines installations et toujours sur le contrat d'énergie, en permanence, le manager et l'optimiser. Donc là, c'est un peu la façon dont on travaille ensemble. Je dirais avec deux cas un peu pour résumer. Le cas où on est chacun de son côté au début, mais on se retrouve à un moment donné. Donc là, c'est comment on va faire pour que les constructeurs transmettent à l'exploitant le maximum d'informations issues de la conception et de la construction pour que nous, derrière, on puisse très rapidement mettre en place une garantie de performance énergétique en exploitation. Un exemple concret, c'est la Tour des Deux à la Défense, livrée par GTM. Et puis, ce sur quoi on travaille avec plusieurs entités du groupe, c'est cette offre-là globale, où dès le début, et c'est dont on a parlé tout à l'heure, on est ensemble pour construire cette garantie et la tenir. Merci. Juste avant de redonner le micro à Maxime, ce travail commun s'appuie sur un référentiel dont vous avez vu apparaître le nom, que je n'ai pas prononcé jusqu'à maintenant, parce que je vous gardais ce petit slogan spécial COP21, c'est plus d'oxygène pour moins de CO2.